Dans ce cas, c'est parti. À 4h30 du matin, les hostilités sont lancées. Les armées allemandes entrent aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, commence ainsi la campagne des 18 jours. Bon, ça, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je l'ai fait durant tout le chapitre 1. La guerre commence en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, mais la France est elle aussi directement attaquée. Ainsi, plusieurs de ces aérodromes sont bombardés par la Luftwaffe et les Français perdent déjà 70 avions en 1 heure à peine. Comme le diraient mes amis liégeois, oufti, ça c'est un réveil brutal. Hitler a avancé ses pions exactement comme Gamelin les avait prévus, par la Belgique et les Pays-Bas. Sans attendre, le général Gamelin lance le plan d'Il-Breda à 7h du matin le 10 mai 1940. La 7e armée du général Giraud prend la direction des Pays-Bas. Ils n'atteindront leur position que le lendemain, le 11 mai à 3h du matin. Il envoie la première armée du général Blanchard dans le centre de la Belgique du côté de Gembloux. Et il envoie le général Corap avec sa 9e armée sur la Meuse. C'est lui qui va devoir protéger la plus grande bande de terrain. Mais le souci, c'est que la 9e armée va prendre beaucoup de retard. Par exemple, dans cette 9e armée, le 11e corps d'armée du général Martin, qui devait se rendre dans les Ardennes, va être fortement ralenti parce que les chasseurs ardennais belges ont fait sauter plusieurs ponts sur la Meuse, ce qui va donc ralentir l'avancée des Français. La 18e division d'infanterie, par exemple, donc de la 9e armée, devait parcourir 90 km pour atteindre Dinant. Malheureusement, étant donné qu'il devait se déplacer 2 bataillons par camion, ça a pris beaucoup de temps. Il était prévu que le gros de la 9e armée arrive sur le front le 14 mai, en pensant que les Allemands n'arriveraient que le 16. Le 14 mai 1940, vous le verrez, les Allemands étaient déjà passés depuis très longtemps. La 9e armée avait d'ailleurs beaucoup de bataillons qui étaient encore en exercice en France au moment de l'attaque. Donc il a fallu vraiment ramener tout le monde au centre de commandement pour les envoyer sur le front. Enfin, le British Expeditionary Force envoie ses troupes à partir de 13h dans le centre de la Belgique et vers le nord pour prendre position dans leur zone. Pour vous prouver à quel point c'est le bordel à ce moment-là en France avec l'invasion allemande, c'est que les soldats de la 9e armée du général Corap, qui sont encore à l'entraînement, partent sur le front, ils laissent leurs clés aux soldats de la 57e division d'infanterie, mais ceux-ci sont également appelés d'urgence pour aller sur le front et prennent les clés avec eux, ce qui fait que tous des ouvrages défensifs des blocos resteront fermés et inaccessibles au moment où les Allemands arriveront dans la région. Ben ça c'est con. Le général Gamelin, il est content. Il voit que les Allemands réagissent exactement comme il l'avait prévu, en passant par le centre de la Belgique et les Pays-Bas. Pour lui, le gros de l'attaque se fait par le centre de la Belgique. Il va donc demander au général Dastier de la Vigerie, qui était responsable de la zone nord de l'aviation française, d'envoyer le gros de l'aviation française dans la région entre Gembloux et Maastricht, là où il pense que le gros de l'armée allemande est en train de passer. Mais le problème, c'est qu'il met ses avions au mauvais endroit. Le gros point de passage des Allemands, c'est sur Sedan, c'est pas dans cette région entre Gembloux et Maastricht, ce qui va faire que l'aviation française va entrer en opposition directe avec le gros de la Luftwaffe, et l'aviation française va ainsi être totalement décimée. Nous avons donc vu le mouvement de la 9e armée, nous avons vu le mouvement de la 7e armée, il reste à voir le mouvement de la première armée française en ce 10 mai 1940. La première armée du général Blanchard doit se rendre à Gembloux, c'est en plein centre de la Belgique, il est là pour colmater l'espace entre la 9e armée française et le corps expéditionnaire britannique. Mais cette zone va être l'un des points principaux de l'impact de l'offensive allemande dans le centre du pays. On va d'ailleurs appeler cette zone la brèche de Gembloux. Très vite, le général Priou, qui dirige un corps de cavalerie, donc de reconnaissance, quand il arrive dans la zone, constate que l'arrivée allemande est trop rapide et il fait donc savoir au général Biot, qui commande le premier corps d'armée, qu'il va être très difficile de mettre en place la manœuvre de la Dyle, tout simplement parce que les Allemands arrivent beaucoup trop vite et que la première armée, comme les autres, met du temps à arriver avec ses hommes. Donc, à la veille du 11 mai 1940, après un jour de combat, on a déjà la 9e armée et la première armée qui sont en retard pour atteindre leur position. Pouah, nous sommes maintenant à l'aube du 11 mai et tout semble déjà se casser la gueule. Le fort d'Ebenemal chute le 11 mai. L'armée belge doit alors battre en retraite sur la Meuse et la Dyle pour rejoindre les Alliés, surtout du côté des Britanniques. La 9e armée du général Corap, elle, arrive sur la Meuse au compte-gouttes. Pareil pour la première armée du général Blanchard. Quant à la 7e armée du général Giraud, ils arrivent enfin aux Pays-Bas à 3h du matin. Mais ils vont pas avoir le temps de bien s'installer parce qu'ils vont être directement attaqués par la 9e Panzerdivision et la Luftwaffe, ce qui va faire en sorte que cette 7e armée va déjà devoir battre en retraite en ce 11 mai hors des Pays-Bas, un pays qui semble déjà perdu. Gamelin, pendant ce temps-là, lui, il est toujours concentré par ce qui se passe dans le centre de la Belgique et dans le nord.
Pourtant, il reçoit de plus en plus de rapports comme quoi il se passe quelque chose de très dangereux par les Ardennes. En fait, on lui signale que le gros des Panzerdivisions est en train d'arriver par la forêt. Mais il n'y prête pas plus attention. Pour lui, c'est un leurre, pour lui c'est un subterfuge. Le gros de l'armée allemande arrive par le centre et le nord du pays. En fait, l'immense et dense forêt des Ardennes joue le rôle d'un immense parapluie qui camoufle l'arrivée des Panzerdivisions de Guderian qui vont devoir foncer vers Sedan. Eh ben, c'est un sacré parapluie, hein. Si les Français ne se sont rendus compte de rien. Ce 12 mai, la situation devenait de plus en plus critique. Aux Pays-Bas, les Allemands avaient réussi à atteindre la mer du Nord. Ils avaient réussi également à piéger les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam ou Utrecht. La 7e armée du général Giraud continuait de se battre à la frontière, mais se faisait de plus en plus écraser par la 9e Panzerdivision et par l'aviation. L'aviation française, quant à elle, essayait vraiment de venir en aide aux soldats plus dans le centre du pays, mais il n'y avait rien à faire, la supériorité de la Luftwaffe était évidente, sans parler bien sûr de leur dense DCA. L'aviation britannique essayait quant à elle de venir en aide, mais avait pour mission principalement d'aller bombarder des ponts entre Liège et Maastricht. La première armée du général Blanchard arrivait toujours au compte-gouttes dans le centre du pays. Mais voilà, le problème c'est que comme ils devaient se dépêcher, ils se déplaçaient principalement de jour et étaient donc des cibles faciles pour la Luftwaffe. En ce 12 mai 1940, seuls 2/3 des effectifs sont arrivés dans le centre du pays. Enfin, pour la 9e armée du général Corrab qui se battait sur la Meuse, elle va pouvoir se défendre comme elle peut, mais en cette soirée du 12 mai, la Meuse va être franchie, une première tête de pont sera installée par la 7e division Panzer de Rommel. Alors cette histoire-là, je l'ai un peu racontée, la 7e division Panzer va arriver du côté de Ivoire sur un pont, où un soldat belge va se sacrifier pour le faire exploser aux yeux des Allemands. Ça j'avais expliqué dans une vidéo, il me semble que c'était dans la vidéo des chasseurs ardennais. Mais Rommel va avoir un coup de chance incroyable, c'est qu'il va trouver à Hou un gué, donc un passage de la rivière, où il y avait notamment une petite île en plein centre de la Meuse, ce qui va permettre de faire passer des véhicules, des hommes, et d'établir alors une tête de pont sur la Meuse en ce 12 mai 1940. Peux-tu répéter ce qu'il se passe du côté de Sedan, s'il te plaît? Car j'ai un peu oublié. Non! Le 13 mai, quand les Français apprennent que Rommel a établi une tête de pont sur la Meuse du côté de Hou, ils essayent d'aller colmater cette brèche. Ainsi, des soldats du 66e régiment d'infanterie, aidés par des soldats des chasseurs ardennais belges, vont occuper des bunkers qui se trouvent le long de la Meuse et attaquent les Allemands. Malheureusement, le manque de soutien à cause notamment des problèmes de communication, étant donné que les lignes téléphoniques étaient coupées et que les Français n'avaient plus beaucoup d'estafettes, l'armée française utilisait encore beaucoup les estafettes, donc des messagers à moto pour passer les messages, contrairement aux Allemands qui avaient presque toujours des radios. Eh bien, ces défenses sur la Meuse ne seront pas très efficaces. Il va y avoir une tentative de contre-attaque également sur la Meuse menée par des chars Renault R-35, mais encore une fois, les problèmes logistiques et de retard et de soldats qui n'étaient pas prêts au combat vont faire en sorte que ces contre-attaques ne se feront pas ou n'auront pas un impact réel sur l'avancée des Allemands. Aux Pays-Bas, la situation est terminée. Là, le pays va capituler le lendemain. La 7e armée du général Giraud n'est plus dans ce pays. Ils doivent se replier sur l'estuaire de l'Escaut. Enfin, la première armée du général Blanchard, elle continue de se battre, surtout le général Priou qui, avec sa division légère mécanisée, oppose une très farouche résistance aux Allemands du côté de Gembloux. Malheureusement, étant encore une fois en infériorité numérique, ils sont forcés de battre en retraite pour se replier du côté du village de Perruet où sont installées de puissantes barrières anti-chars. C'est également dans cette période du 12 au 14 mai que va avoir lieu l'une des rares batailles de chars de Belgique. Ça va être la bataille de Hanau, où les chars Saumur français vont opposer une très grosse résistance aux panzers allemands, les Allemands qui devront d'ailleurs utiliser leur canon de 88 en tir direct pour pouvoir s'en débarrasser. Waouh, ils semblaient très forts ces chars, Romuald. Un Saumur, Belgio. Oh, je sens que le prochain épisode du Garage Boli va vous être utile. Le 14 mai, tout va commencer à s'écrouler. Lors d'une réunion, le général Georges rencontre le général Doumen, et le général Georges annonce que le front à Sedan est percé. Gamelin, lui, ignorait les états d'âme de Georges, mais se rend compte également que c'est vraiment le bordel. On voit que les troupes allemandes ont percé à Sedan et commencent d'ailleurs à bifurquer pour tenter un gigantesque coup de faucille. Gamelin ordonne alors à la 7e armée du général Giraud de se replier et de revenir en France pour opérer une défense de la région. Un peu plus au centre, la première armée du général Blanchard arrive enfin au complet, le restant des effectifs ayant fait une marche de 45 km, donc en marche forcée, étant donné qu'ils n'avaient plus de camions pour les transporter. Malheureusement, ils vont arriver trop tard, ce front va être percé par une offensive allemande. Un peu plus au sud, là, du côté de la 9e armée du général Corrab, c'est la débandade la plus totale. Pour l'anecdote,
Erwin Rommel, qui commande la 7e division Panzer, échappe à la mort ce 14 mai 1940. Recevant un message erroné en provenance du village de Onhaye, il s'installe à bord d'un Panzer III avec quelques autres tankistes et va en reconnaissance vers ce village. Il tombe alors dans une embuscade, son char est touché, immobilisé, et Erwin Rommel est évacué de justesse sous le feu nourri des Français à l'aide d'un écran de fumée en n'étant que légèrement blessé au visage. Quand je vous dis que la 9e armée en ce coin-là, c'est la débandade, ce n'est pas pour rire. Les villes de Givet et de Ivoire commencent à être encerclées. Le général du 11e corps, donc le général Martin, ordonne alors un repli général. Et il donne ses ordres sans avoir consulté le général Corap, son supérieur. Celui-ci est furieux, ordonne à ses hommes de retourner au combat et de mener une contre-attaque, mais qui ne se fera pas, le moral des soldats français à ce moment-là étant réduit à néant. Leur seule volonté, c'était de rentrer en France. Il va être alors mis à disposition de cette 9e armée la 1re division de cuirassiers qui se trouvait sur la ville de Charleroi. Mais malheureusement, cet ordre va arriver le 14 mai, mais en soirée, et il faudra 7 heures aux chars français pour arriver jusqu'à Florène, bref, une distance de 40 km. Tout ça parce que les routes sont blindées par des réfugiés et par des soldats français qui sont en retraite, donc les chars français sont pris dans des embouteillages, et en plus de ça, ils ont des gros problèmes d'approvisionnement en essence. Bref, toute la logistique de l'armée française est en train de s'écrouler. Enfin, dans le centre de la Belgique, les Britanniques sont également repoussés de Louvain. Ils vont d'ailleurs tirer à l'artillerie lourde sur la ville pour y déloger les soldats du groupe d'armée centre du général Von Bock. Les Pays-Bas, quant à eux, décident de capituler en cette journée du 14 mai 1940, où les Allemands vont commettre leur premier crime de guerre en incendiant la ville de Rotterdam. Le 15 mai, les Allemands continuent de progresser dans le plat pays, mais c'est surtout au niveau de la 9e armée du général Corap que tout va se jouer. Le général Rommel, depuis sa victoire à la bataille de Flavion, avait continué à percer dans les lignes françaises et était arrivé au village de Serfontaine où il va s'arrêter. Dans son sillage, Erwin Rommel aura eu que des victoires. Imaginez-vous que la 7e division Panzer de Rommel, juste sur cette journée du 15 mai, va détruire 75 chars français et va faire des milliers de prisonniers qui devront suivre à l'arrière de la colonne. Les 18e et 22e divisions d'infanterie vont totalement disparaître et vont être englobés et faits prisonniers par les Allemands. Va alors arriver la 2e division cuirassée française qui devait arriver par Hirson pour venir donner un coup de main à la 9e armée française. Alors qu'ils étaient en route, ils vont se faire totalement transpercer en deux par le 41e Panzerkorps qui réunissait les 6e et 8e divisions Panzer, qui vont passer au travers et diviser en deux cette division cuirassée, les chars d'un côté, l'approvisionnement de l'autre. Imaginez-vous que cette 2e division cuirassée va être totalement éparpillée sans même avoir tiré un seul coup de canon. Le 41e Panzerkorps va continuer lui sa route et va s'arrêter d'ailleurs à Montcornet, où ils seront rejoints un peu plus tard par la 2e Panzer Division. Le général Corap va être destitué de ses fonctions et remplacé par le général Giraud, donc transfert de la 7e armée française vers la 9e, et il va avoir pour mission de restructurer la 9e armée et d'opposer une défense à la frontière française. Le 15 mai 1940, c'est également ce jour-là que le général d'Astier de la Vigerie annonce au président Paul Reynaud que la chasse française a été balayée du ciel et qu'il ne reste déjà plus beaucoup d'avions. Paul Reynaud prend alors contact avec ses homologues britanniques pour avoir des renforts de la Royal Air Force, mais pensant déjà à la future bataille aérienne pour protéger l'Angleterre de la Luftwaffe, aucune aide supplémentaire n'est apportée à la France. Attends. Tout ça s'est déroulé en seulement 5 jours d'invasion? Ben oui, ça devient vraiment catastrophique. À l'aube du 16 mai 1940, la Meuse est franchie de toutes parts, Sedan est transpercé, les Ardennes sont totalement occupées, les Pays-Bas sont en feu. Bref, la situation devient de plus en plus intenable alors que le piège se renferme doucement sur les armées françaises, belges et sur le corps expéditionnaire britannique. On dirait presque que personne ne se bat et que c'est une balade pour les Allemands. Il faut quand même pas dire ça, Belgio. Les soldats belges, français et britanniques se battent avec beaucoup de courage. Mais le problème, c'est que ce coup de faucille qu'ils sont en train d'opérer les Allemands, ça fout la frousse à tout le monde. Tout le monde a peur de se faire capturer ou ne plus pouvoir s'enfuir à cause justement de ce mouvement à partir de Sedan. Et donc, très vite, les ordres de repli affluent, ce qui ne va pas du tout jouer en faveur du moral des soldats français qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est un peu de sauver leur miche. D'ailleurs, le général Corap le dira bien au général Biot. La retraite prend l'allure d'un refuge général poursuivi par les blindés. Mais de toute façon, quand on regarde la situation sur le terrain, je ne vois pas comment les armées françaises, britanniques ou belges pourraient faire autrement que battre en retraite. Plus ils vont rester sur les positions, plus ils vont avoir de risques de se faire totalement encercler par la percée de Sedan. Le 16 mai marque le début de gros mouvements allemands
en France. Sedan est officiellement prise. Guderian traverse la ville et voit alors devant ses yeux une gigantesque plaine. Il fonce alors avec 3 Panzerdivisions à ses côtés jusque la ville de Montcormet. Cette journée-là, Guderian va quand même effectuer 60 km en territoire français, n'étant attaqué que par de quelques chars isolés de la 2e division cuirassée, cette division cuirassée qui avait été totalement pulvérisée en deux par le passage du 41e Panzerkorps. Rommel, quant à lui, profite de la matinée du 16 mai pour peaufiner son passage de la ligne Maginot avant d'attaquer. Il quitte Serfontaine, fonce en direction du village de Civry, passe la frontière des blocos qui notamment beaucoup étaient abandonnés pour arriver en France. Il fonce alors en direction de la ville de Avesnes et arrivé aux abords de la ville de Avesnes, il se rend compte qu'il y a de plus en plus de soldats français à ses côtés qui battent en retraite ou qui se rendent tout simplement. D'ailleurs, des régiments de Rommel vont même capturer des casernes entières de soldats qui vont se rendre sans même avoir tiré de coup de feu. Ça montre bien l'état du moral français à ce moment-là. Après ça, Rommel va continuer son chemin, va passer par Landrecy, où il y avait un pont que le général Georges devait absolument tenir, pour arriver à la ville de Le Cateau. Et à Le Cateau, au fait, Rommel va se rendre compte qu'il a avancé d'environ 80 km en cette seule journée du 16 mai 1940 et qu'il aurait fait environ 10 000 soldats français prisonniers alors qu'il aurait détruit une centaine de chars. La première division cuirassée, à ce moment-là, imaginez-vous, n'avait plus que 3 chars en état de fonctionner. Mais qui va battre les Allemands? Le Brésil? Attention, cette blague ne sera comprise que par les Belges. Guderian qui parcourt 60 km en France, Rommel qui en parcourt 80, ça va vite, très vite, trop vite même pour l'OKH. Le général von Kleist, qui est l'un supérieur de Guderian, va d'ailleurs trouver ce dernier et commence à l'engueuler. Il fait comprendre à Guderian que ce dernier est vraiment inconscient, qu'il s'avance trop précipitamment dans le territoire français, ce qui délaisse tout son flanc sud pour une possibilité de contre-attaque à la France qui pourrait alors couper littéralement l'élan provoqué par Guderian. Guderian, lui, est furieux également, parce que tout ce qu'il avait entrepris a réussi. La percée furtive dans les Ardennes, la prise de Sedan, et maintenant la percée vers Abbeville, tout ça, il le réussit. Il ne comprend pas comment ça se fait qu'on lui reproche. Finalement, Guderian est furieux et propose sa démission à von Kleist. Von Kleist est surpris, il fait savoir cette décision à sa hiérarchie, et c'est Hitler en personne qui contactera Guderian pour lui interdire de démissionner, et va essayer de négocier l'histoire. Il proposera à Guderian de pouvoir continuer sa percée, mais seulement en formant des groupes d'unités de reconnaissance, mais Guderian devant rester dans des QG fixes qu'il préparera là où il va passer. Guderian est d'accord, mais en fait, il est en train de troller Hitler en personne, étant donné qu'il fera de petits QG pour que l'OKH soit content, mais continuera ses gigantesques raids jusqu'à la percée d'Abbeville, des centaines de kilomètres plus loin. Pendant ce temps-là, les Français, eux, ils voient que Guderian s'enfonce profondément en territoire français et ils vont tenter 2 contre-attaques pour essayer de couper l'élan de Guderian. Une contre-attaque par le nord, une contre-attaque par le sud. La contre-attaque du sud, elle, sera menée par la 4e division cuirassée française, celle d'un certain colonel de Gaulle. Mais ça, je vous expliquerai cette attaque dans un épisode de Bloc-Notes. Oh non, encore et toujours du teasing pour une vidéo qui sortira dans un trousillion de mois. Malheureusement, ces 2 tentatives de contre-attaque vont être des échecs. Celle menée au nord, faute de chars en suffisance, n'aura pas d'impact. Celle menée au sud par le général de Gaulle, malgré quelques petites victoires autour de Montcornet, ne sera pas une victoire. À la suite d'une demande des hauts dirigeants de la 4e division cuirassée, ils vont devoir battre en retraite. Cette décision va faire en sorte que les Français, qui se trouvent de plus en plus piégés, vont devoir se mettre sur la défensive la plus totale. Ce qui va permettre aux forces allemandes d'acquérir de plus en plus de territoire. Erwin Rommel, la 7e division Panzer, va s'emparer de Avesnes et va tourner son regard vers Cambrai. La 8e division Panzer va arriver au bord de l'Oise. La 6e Panzer division va capturer le village de Origi, alors que la 1re division Panzer va s'occuper des villages de Ribemont et Crécy-sur-Serre. Guderian, contre lui, avec sa force de reconnaissance Panzer qu'il a mis en place, arrive également sur le bord de l'Oise et va même établir plusieurs têtes de pont de l'autre côté du fleuve. Du côté du haut commandement français, le 16 mai dans l'après-midi, Winston Churchill, accompagné de 2 généraux britanniques, Ismay et Dill, arrive à Paris afin d'essayer de rassurer le président Paul Reynaud de plus en plus en panique. Cependant, Churchill en profite également pour jeter un œil personnel à la situation et constate à quel point l'armée allemande surclasse celle des Alliés.
Il en prend bonne note et rentre à Londres où va commencer à être organisée la défense de l'île. 10 escadrons de la Royal Air Force sont promis pour aider les Français, et par précaution, ceux-ci décollent depuis la côte anglaise et non depuis les bases aériennes continentales, ce qui surprend amèrement Dastier de la Vigerie. Cependant, jusque-là, malgré l'étau qui se referme sur le nord de la France, les généraux Gamelin et Georges sont toujours persuadés que Paris est la cible des Allemands, alors que ceux-ci visent clairement la côte. Ils appellent d'ailleurs en secret le général Weygand, alors commandant en chef de la zone Orient-Méditerranée, pour venir à Paris en secret et préparer une défense. Pendant ce temps-là, le flanc sud de la percée de Guderian voit l'arrivée des divisions d'infanterie qui traversent la Belgique afin de défendre ces zones et la fermeture du piège, alors que la Luftwaffe continue de s'avancer vers la France, s'emparant de tous les aérodromes laissés vacants par l'aviation française. Mais quand est-ce que cette écrasante percée prendra fin? Le lendemain, le 18 mai, le piège se referme de plus en plus vite. La deuxième division Panzer s'empare de la jolie ville de Saint-Quentin. La première division Panzer entre sur le territoire de la Somme, bien accompagnée par la 10e Panzer qui protège son flanc sud. La deuxième division cuirassée, elle, se trouve du côté de Le Catelet, mais est totalement submergée et va finir par disparaître. Va disparaître également le QG de la 9e armée du général Giraud, qui va se faire attraper par la 6e division Panzer. La 7e division Panzer de Rommel, elle, fonce en direction de Cambrai, et là, il va y avoir une histoire assez incroyable. Rommel va s'avancer avec ses chars, 3-4 chars en reconnaissance vers la ville. En avançant, ils vont créer un immense nuage de poussière qui va être visible de plus en plus loin. À Cambrai, les défenseurs de la ville vont voir approcher un grand nuage de poussière dans leur direction. Et pensant avoir affaire à une attaque massive de chars, ils vont se rendre sans presque combattre. Alors qu'en fait, ils avaient affaire à 2 ou 3 chars qui arrivaient dans leur position. Bref, les Français continuent de se battre en retraite, continuent à être submergés par cette vague allemande qui fonce vers la mer. De la poussière. Les Français se sont vraiment laissés berner par de la poussière. Oh ben Jo, ne venez pas la ramener, ne parlez pas quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Surtout vous, avec votre paranoïa sanitaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La situation devenant de plus en plus critique, la 6e armée du général Robert Touchon est placée au sud de l'Aisne afin de protéger l'accès vers Paris. Une 7e armée est-elle constituée sur le canal entre Ham et la Fère pour protéger la région. Mais les Allemands, eux, ils s'en fichent. Guderian, il veut foncer avec ses chars en direction de Abbeville pour rejoindre la mer. Et à ce moment-là, entre Guderian et la mer, il n'y a que 2 divisions britanniques qui sont en sous-effectif. Bref, c'est vraiment une occasion unique pour Guderian de fermer l'encerclement. Pendant ce temps-là, Anvers est prise par les Allemands, ce qui fait en sorte que la Belgique est vraiment de plus en plus mal au point. Dans l'étau, c'est le bordel le plus complet. Les forces françaises qui essaient de prendre position pour contrer les Allemands sont fortement ralenties par l'afflux des réfugiés qui partent vers le sud de la France ou qui veulent revenir chez eux. Le colonel de Gaulle décide alors de lancer une nouvelle contre-attaque. Il veut briser l'avancée de Guderian tout en attaquant un centre de communication de ce général allemand. Il attaque alors sur Crécy. Malheureusement, Guderian avait réussi à bien placer ses défenses, et en plus de ça, le général Dastier de la Vigerie, responsable de la zone nord de l'aviation française, avait été averti beaucoup trop tard de cette attaque de Gaulle, ce qui n'avait pas permis de mettre ses avions en disposition, ce qui veut dire que les chars de Gaulle, qui avaient quand même amené une centaine de chars avec lui, furent attaqués par les Stukas. À ce moment-là, presque la majorité des Panzer-divisions liées à Guderian sont à moins de 80 km de la mer. Dans l'étau, c'est l'enfer, c'est la panique la plus totale. Le général Gort menace et parle déjà de retirer son corps expéditionnaire d'Europe pour le ramener en Angleterre. En Belgique, les forces belges britanniques sont acculées derrière l'Escaut et n'ont absolument aucune possibilité de s'en dégager. Le général Gamelin, qui a totalement perdu pied dans la guerre, est licencié. Il est remplacé par le général Weygand, qui a la lourde tâche de refaire les défenses. La fin est toute proche. Christopher Nolan peut commencer à préparer son film sur Dunkerque. Cette journée du 20 mai 1940, elle va être décisive. Les Allemands continuent de pousser vers la mer et de gros combats sont engagés du côté de Amiens et de Arras entre les Allemands et les Britanniques. Ailleurs dans la région, la 2e division Panzer arrive du côté de Abbeville où elle rencontre les soldats de la 35e brigade britannique avec qui il y a des combats. La 35e brigade britannique est détruite. Un peu plus à côté, c'est le 41e Panzer Corps qui arrive du côté de Doullens avec qui il rentre au combat avec les soldats britanniques de la 36e brigade. Les soldats britanniques de la 36e brigade vont être anéantis. C'est alors que la nouvelle éclate. À Noyelles, le lieutenant-colonel Spita
qui dirige un bataillon de la 2e division Panzer, a atteint la mer après avoir effectué un raid de 90 km. Le piège est alors refermé, il n'y a plus aucune possibilité pour les Français de battre en retraite vers le sud de la France sans croiser les Allemands. Eh bien, le boulot est fait. Les Alliés sont piégés comme des rats, voilà. Mais que vont-ils faire du coup? Eh bien, mon cher Belgio, là, à ce moment-là, ils n'avaient plus trop le choix. Soit ils restaient sur leur position défensive et se faisaient écraser, soit ils proposaient une contre-attaque pour sortir de l'encerclement. Le général Ironside s'en alla voir le général Gort qui dirige le corps expéditionnaire britannique qui se trouvait en Belgique. Il va voir le général Gort et lui demande donc de lui mettre à disposition des troupes britanniques pour aller plus dans le sud, donc dans le nord de la France, afin de combattre les Allemands. Mais le général Gort refusa. Lui, il était en Belgique, il était là pour protéger les Belges qui étaient mal en point et qui étaient vraiment bien moins nombreux que les Français. Cependant, il laissa à Ironside le soin de préparer une grosse contre-attaque pour aider les Britanniques piégés à Arras avec les soldats de la première armée française. Ironside accepta, décida de partir, il alla rencontrer 2 généraux français, le général Blanchard qui dirigeait la première armée française et le général Biot qui lui dirigeait le premier corps d'armée, et leur proposa le raid pour attaquer la ville d'Arras où la 7e division Panzer était bien placée. Mais voilà, il rencontra les 2 généraux français en total état de déprime. Les pauvres, ils étaient abasourdis, ils avaient les bras tombants, ils avaient totalement abandonné la lutte. Ironside, en bon britannique qu'il est, va leur secouer vivement le cocotier et va leur demander à prêter 2 divisions d'infanterie afin de mener cette contre-attaque sur Arras. Finalement, il faudra l'intervention du général Gort en personne pour un peu remotiver ces 2 généraux en leur rappelant que si jamais la ville de Arras et de Amiens sont perdues, eh bien la position de ces 2 généraux français ainsi que la position de l'armée française ne serait plus tenable dans la région. Cette contre-attaque contre Arras va donc être préparée et lancée le 21 mai 1940. Donc cette attaque sur Arras semble être la dernière chance pour repousser l'ennemi. Raconte-le-nous s'il te plaît. Bon, d'accord, Belgio. Mais je vous préviens, après ça, moi j'arrête la vidéo. Pour préparer cet assaut, les Britanniques et les Français vont préparer leur 5e et 50e division d'infanterie, la 1re brigade de chars et 60 chars de la 3e division légère mécanisée pour l'assaut. Nom de l'opération Francforce. L'attaque sera menée par 2 colonnes, mais ils vont mener cette attaque sans soutien aérien, car le général Georges n'avait pas informé le général d'Astier de la vigerie de l'attaque. La colonne qui passera par la droite va attaquer le village de Duissant. Cependant, ils y laisseront 2 compagnies et des canons anti-chars afin de protéger le village. Ils continueront ensuite sur le village de Warlus, puis sur Wei, où ils se battront contre la SS motorisée Totenkopf. Des combats intenses qui força la colonne à revenir sur le village de Warlus. La 5e division d'infanterie, elle va s'avancer sur Dainville, où ils vont détruire un convoi motorisé et où ils feront beaucoup de prisonniers. Ils continueront vers Achicourt, où leurs chars Matilda vont détruire une batterie anti-chars allemande. Suivant les villages de Agny et Beaurain, ils rencontreront alors la 6e brigade de fusiliers de la 7e division Panzer de Rommel. C'est alors que la 150e brigade britannique va faire un assaut sur le village de Tilloy, mais incapable de s'accrocher au terrain et sous la menace d'une attaque de l'arrière, le général Franklin arrêtera l'offensive. La 7e Panzer, malgré une tentative d'offensive pour contrecarrer l'attaque, accusa la perte de 378 hommes, soit 4 fois plus que depuis le début de l'invasion. Ils perdirent également plus de chars que les Britanniques. L'attaque a été si virulente que Rommel pensa même qu'il avait été attaqué par 5 divisions françaises, tant cette riposte était féroce. Cette contre-attaque sur Arras ne va pas forcément repousser les Allemands, mais elle va permettre à l'armée française d'établir des lignes défensives solides autour de la ville de Dunkerque. Comment? Les Français n'ont donc pas fait que de la figuration? Mais ce ne sont pourtant pas ce que les films et la presse semblaient montrer. Bien loin des clichés que l'on a de l'armée française à ce moment-là de la guerre, où on pense à des soldats perdus qui s'enfuient le pantalon sur les chevilles, la contre-attaque de Arras va rappeler surtout aux Allemands que leur bataille n'était encore loin d'être gagnée. Même si cette bataille va être violente sur Arras, elle va être principalement menée par les forces britanniques. Cependant, au même moment, du côté de Stone, donc plus au sud, va également avoir lieu une bataille de chars assez importante, où là, l'armée française va montrer à l'armée allemande qu'elle en avait encore dans le pantalon et que les Allemands avaient encore affaire à de rudes gaillards, de rudes combattants durant cette bataille. Seulement, voilà, je ne vais pas vous parler de la bataille de Stone, il y a plein de compatriotes youtubeurs qui en ont parlé, je mettrai des liens en description pour vous renseigner sur cette improbable et incroyable bataille de Stone.
Dites plutôt que vous avez la flemme d'en parler. Non, Belgio, c'est juste que je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus sur le sujet. Ces autres vidéastes ont très bien expliqué la bataille de Stone. Les armées alliées sont donc maintenant totalement piégées dans un étau. Du côté français, ceux qui sont piégés dans l'étau, leur mission, ça va être de tenir le plus longtemps possible. Alors que pour les troupes françaises qui sont en dehors de l'étau, la priorité maintenant, c'est protéger l'accès à Paris. Mais du côté britannique, là, on va penser sérieusement à renvoyer tout le corps expéditionnaire britannique au pays. Ça va être le début de ce qu'on va appeler l'opération Dynamo, le grand rembarquement vers la terre natale. Donc imaginez-vous, nous sommes le 21 mai 1940, en 11 jours de combat, l'armée allemande a réussi à piéger les 4 nations contre lesquelles il s'est battu dans un étau. Et la faute à qui alors, hein? Faut bien un coupable. Eh bien, Belgio, il n'y a pas forcément moyen de dire qu'une personne est responsable. Quand on regarde d'un point de vue effectif, il y avait autant d'hommes du côté français, du côté des Alliés, que du côté allemand. Les chars étaient plus ou moins égaux. Il y avait plus d'avions du côté de la Luftwaffe, mais il y avait plus d'artillerie du côté français. Disons que ce coup de faucille est la cause d'une multitude d'erreurs qui vont se succéder. Il y a des erreurs de stratégie, des erreurs de communication, des erreurs de placement. Il y a également un gros coup de chance, parce que les Allemands ont quand même eu beaucoup de chance d'avoir réussi cette percée vers Abbeville. Mais disons que si on doit garder une décision, celle d'avoir amené la 7e armée du général Giraud aux Pays-Bas pourrait être considérée comme une erreur. Il aurait été peut-être mieux de garder la 7e armée en réserve et de venir donner un coup de main sur le front en envoyant des hommes à droite à gauche. Donc, c'est la faute du haut commandement français. Oui et non, encore une fois, Belgio, on ne peut pas vraiment blâmer une personne dans cette défaite. En fait, quand on regarde d'un point de vue matériel, également là, il y a eu une grosse différence. L'utilisation des chars va faire la différence. La stratégie, le coup de bluff d'Hitler et de Guderian vont peser dans la balance. Il y a également l'aviation qui va jouer un grand rôle. Comme j'avais expliqué au début de la vidéo, les Alliés ne vont envoyer au front que 1800 avions pour 3500 du côté allemand. C'est déjà une grosse différence. Des avions allemands qui seront bien meilleurs que les avions français et qui jouent à jeu égal avec les Britanniques. C'est ces avions-là, c'est l'aviation allemande qui va faire la différence, qui va surprendre le commandement allié, qui ne s'attendait pas à ce qu'on utilise par exemple les Stuka de cette façon, qu'on utilise les parachutistes de cette façon. Bref, ils vont être totalement débordés par cette aviation allemande et la DCA au sol bien entendu, qui va venir aider. Il va également y avoir une grosse différence d'un point de vue des communications. Les Français par exemple n'utilisaient pas encore trop la radio, ils utilisaient encore les bons vieux systèmes de messages papier, envoyés au front par des estafettes. Mais voilà, le problème, c'est que ça met du temps pour qu'un motocycliste aille sur la ligne de front, sachant qu'il peut être attaqué par l'aviation, qu'il peut être attaqué par des gens au sol, qu'il peut être fait prisonnier. Là où les Allemands utilisaient massivement la radio, entre le QG et le front, entre les chars et les avions, entre les hommes sur le terrain et les véhicules. Alors pourquoi est-ce que les Français n'utilisaient pas la radio? Parce qu'ils avaient des dispositifs radio. Tout simplement parce que les Français avaient peur que les Allemands n'espionnent leur communication. Ils avaient tellement peur de ça qu'ils utilisaient la radio, mais vraiment avec parcimonie. Du côté allemand, par contre, on va pas du tout se gêner. Et c'est ça le truc, c'est que les Français vont vouloir espionner les télécommunications allemandes, mais ils vont être tellement inondés d'informations qu'ils ne vont même pas pouvoir se repérer, ni pouvoir bien utiliser ces informations. Et donc, c'est la faute des pilotes français de leurs avions. Oh, mais vous m'emmerdez à la fin de vos questions, puisque je vous dis qu'il n'y a pas un responsable. En fait, d'après certains historiens, on peut même dire que les Allemands ont eu un gros coup de chance sur cette attaque. En fait, même Guderian, quand il a lancé son attaque depuis les Ardennes jusqu'à Abbeville, il a joué un gros coup de poker, un gros coup de bluff, qui s'est avéré payant. Parce qu'à plusieurs reprises, si l'armée française s'était donné les moyens en chars, en artillerie et en hommes, ils auraient pu repousser Guderian, que ce soit à la sortie des Ardennes, que ce soit à Sedan, ou même lors de sa percée vers Abbeville. Il a joué à coup de poker et il a réussi. Certains historiens pointent du doigt également la différence d'âge entre les généraux français et les Allemands. Les généraux français, c'était des vieux soldats, des vétérans de la Première Guerre mondiale, et qui avaient donc cette philosophie fortement démodée en 1940, et ils vont combattre des généraux allemands qui étaient plus jeunes, mais qui, eux, par contre, vont utiliser une guerre plus moderne, le Blitzkrieg, qui vont manier à la perfection. Donc on va vraiment avoir une opposition de style avec cette guerre moderne qui va l'emporter. Bref, on pourra dire tout ce qu'on veut, en 10 jours, Guderian et l'armée allemande ont réussi à piéger les armées luxembourgeoises, belges, hollandaises, françaises et britanniques dans cet étau, ce qui reste quelque chose d'incroyable, un véritable exploit qui a causé la fin de l'armée française en 1940. Il est impossible d'incriminer une personne ou une stratégie dans cette histoire, ça a été une faillite qui est
collective. En mai 1940, donc le 22 mai 1940, il ne reste qu'une seule chose en tête du haut commandement français, c'est de pouvoir sauver les pauvres soldats français qui sont coincés dans cet étau. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup à vous Belgio d'être venu, mais s'il vous plaît Belgio, enlevez ce masque, vous êtes vraiment des ridicules. Jamais! Tant qu'un vaccin ne sera pas disponible, je reste dans ma buanderie avec mon masque. Et je parle d'un vrai vaccin, pas une saloperie russe ou chinoise qui me mettra une puce 5G commandée par Bill Gates pour qu'il contrôle mes pensées, hein. Allez, si vous n'avez plus besoin de moi, vous savez où me trouver. Il faudra vraiment que vous alliez consulter un psy à la fin de cette crise, à vous. Je vous remercie donc pour avoir regardé cette vidéo qui est un peu plus longue. Désolé pour la longue attente, hein, parce que voilà, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai fait mon déménagement, donc il a fallu le temps pour enregistrer cette vidéo. En plus, voilà, il y a eu le Covid, on était un peu malade, etc., etc. Alors, je tenais à vous remercier, je tenais à remercier les nouveaux abonnés sur la chaîne, on approche des 1000, donc merci à vous pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager ma chaîne, cette vidéo, à liker et à vous abonner pour grandir notre communauté. Je tiens bien sûr à remercier mon amoureuse pour avoir filmé durant plusieurs heures cette vidéo. Et merci à elle également de m'avoir offert toute une série de livres qui m'ont servi de base et de source pour cette vidéo. Donc je vais mettre en lien toutes les sources que j'ai utilisées, également les livres que j'ai utilisés en lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous documenter. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou quoi, encore une fois, les commentaires sont là. Les critiques, tant qu'elles sont constructives, moi, je les accepte. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera probablement un garage de Wally. Alors malheureusement, moi je vais être en congé au mois de décembre. Heureusement pour vous, ça va me permettre de travailler sur ces vidéos durant ce temps que je serai en congé. Voilà. Merci à tous. Rompez. Et surtout, n'oubliez pas, c'est en oubliant la terreur qu'on retombe dans le malheur. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!